C'est un monde que nous tenons souvent pour acquis, un royaume vert et silencieux qui recouvre notre planète. Nous les voyons dans nos parcs, nos jardins, et s'étendant à travers de vastes paysages ouverts. Ce sont les plantes. Elles se dressent comme des sentinelles silencieuses, des observateurs apparemment passifs de nos vies trépidantes. Pourtant, leur immobilité cache une activité profonde et incessante, une série de processus complexes qui sont le fondement même de la vie sur Terre. Elles sont les grandes architectes, les fournisseurs infatigables qui construisent le monde que nous habitons. Sans elles, il n'y aurait pas d'air pur à respirer, pas de nourriture pour nous soutenir, pas de sol pour ancrer nos forêts. Leur histoire n'est pas faite de grands gestes, mais d'un récit subtil et merveilleux de survie, de création et d'interdépendance. Pour vraiment apprécier ces organismes remarquables, nous devons regarder de plus près, au-delà de la simple beauté d'une fleur ou de l'ombre d'un arbre. Nous devons nous aventurer dans leur monde intérieur, un royaume d'usines microscopiques et de danses chimiques complexes. Au cours de ce voyage, nous découvrirons les distinctions fondamentales qui divisent leur règne, monocotylédones des dicotylédones. Nous découvrirons le secret de leur verdure, le pigment chlorophylle, qui a le pouvoir de capter la lumière du soleil. Nous suivrons le chemin de la lumière, de l'eau et de l'air, transformés par l'étonnant processus de la photosynthèse, créant le sucre même qui alimente la vie. Nous explorerons le rôle vital de l'azote et les remarquables centrales énergétiques, les mitochondries, qui dynamisent chaque cellule. Dans le royaume vaste et varié des plantes à fleurs, la nature a suivi deux designs principaux, deux plans fondamentaux pour la vie. Ceux-ci sont connus des botanistes sous les noms de monocotylédones et de dicotylédones. Les noms peuvent sembler techniques, mais la distinction commence dès la graine. Une dicotylédone commence avec deux feuilles embryonnaires, appelées cotylédons. Pensez à une graine de haricot qui s'ouvre. Ces deux moitiés charnues nourrissent le jeune plant. En revanche, une monocotylédone commence avec une seule feuille embryonnaire. Cette différence initiale annonce une vie de caractéristiques distinctes. Ces différences sont visibles si vous savez où regarder. Observez les feuilles. Les feuilles d'une dico, comme un chêne, une rose ou un pissenlit, présentent un réseau de nervures ramifiées. Ce motif en filet permet une distribution efficace de l'eau et des nutriments sur toute la surface. Considérez maintenant la feuille d'une monoco, comme un brin d'herbe, un lys ou une feuille de maïs. Ici, les nervures courent en ligne parallèle sur toute la longueur. Comparaison côte à côte. Feuille large dico versus feuille longue monoco. Sous terre, la divergence se poursuit. Une dico montre souvent une racine pivotante dominante, d'où partent des latérales. Cet ancrage robuste aide un chêne à résister au vent. Les monocos forment une masse fibreuse de racines proche de la surface. Ainsi, une parcelle de gazon s'enroule. Des milliers de brins interconnectés par un réseau superficiel et dense. La caractéristique la plus frappante du monde végétal est sa couleur. De la jungle, la plus profonde à la pelouse, la plus soignée, la planète est peinte en 1000 nuances de vert. Cette teinte est la signature d'une molécule essentielle, la chlorophylle, pigment qui absorbe certaines longueurs d'onde et en réfléchit d'autres. Le vert est ce que nous percevons. Sa véritable importance est dans la lumière captée au sein des chloroplastes, des centrales solaires microscopiques. Les molécules agissent comme des antennes, absorbant surtout la lumière rouge et bleue, convertie en énergie chimique. C'est la première étape d'un processus qui alimentera presque tous les êtres vivants. Sans chlorophylle, une plante serait aveugle au soleil, une usine sans électricité. À l'automne, le vert s'estompe. D'autres pigments, jaunes et oranges, sont révélés, signes de dormance. Chaque bouchée que nous mangeons, plante ou animal, remonte à une chlorophylle qui a capturé un photon. Point de départ de la chaîne alimentaire. La chlorophylle est le battement de cœur vert de la planète, pompant l'énergie du soleil à travers les veines du vivant. Chaque feuille est un laboratoire miniature, le lieu de la réaction la plus importante sur Terre, la photosynthèse. Les ingrédients sont peu nombreux. La lumière du soleil fournit l'énergie, l'eau est puisée par les racines, le dioxyde de carbone est absorbé par des stomates. Ces portes microscopiques s'ouvrent et se ferment pour réguler l'échange gazeux. Dans les chloroplastes, l'énergie solaire permet un exploit. Scinder l'eau, H2O, libérant électrons, protons et de l'oxygène. Cet oxygène, déchet pour la plante, devient notre souffle, le don de la vie. L'énergie est stockée temporairement dans des molécules porteuses. Pensez-y comme à de minuscules batteries rechargeables.
Avec le dioxyde de carbone, ces batteries alimentent la deuxième phase, le cycle de Calvin. La véritable construction commence. La machinerie cellulaire assemble le CO2 en une substance plus complexe. Grand final, un sucre simple appelé glucose. À partir de la lumière, de l'eau et de l'air, la plante crée une énergie chimique stable qui peut être stockée et utilisée. L'oxygène libéré et le sucre créé, voilà les deux grands produits de la photosynthèse. Ce processus a façonné l'atmosphère et sous-tend chaque écosystème. Un miracle silencieux dans chaque feuille ensoleillée. Un miracle constant qui se répète jour après jour dans le monde vert. La création de glucose est une réussite monumentale, mais ce n'est que le début de l'histoire de l'énergie. Le glucose est la monnaie primaire de la vie. Comme nous brûlons les sucres, les cellules végétales décomposent le glucose pour leurs activités. La respiration cellulaire libère l'énergie du glucose, permettant de vivre, croître et réagir. Souvent, le surplus d'urne est stocké. Des molécules de glucose liées forment l'amidon, compact et stable. D'où les aliments riches en amidon, pommes de terre, riz, blé, réserve que la plante gardait pour la nuit ou l'hiver. L'énergie doit circuler. Une feuille baignée de soleil produit le sucre dont une racine enfouie a besoin. Le glucose est souvent converti en saccharose, mieux adapté au transport, puis chargé dans les tubes du phloème. Le phloème distribue la sève depuis les feuilles vers les racines, les fleurs, les fruits, les puits. Le glucose est aussi un bloc de construction, reconfiguré pour fabriquer cellulose des parois, protéines et graisses. Tout remonte à ce sucre forgé dans la lumière, carburant, épargne et matière première de la plante. Un flux ininterrompu, capter, stocker, déplacer, construire. La lumière du soleil, l'eau, le dioxyde de carbone. Une plante a besoin de plus que du sucre. Elle a besoin d'autres éléments. L'un des plus cruciaux est l'azote, composant des protéines, enzymes et acides nucléiques comme l'ADN. Privée d'azote, la plante est rabougrie, chlorotique, de faible croissance. Paradoxe, l'air est riche en N2, mais la liaison triple NN est trop forte, inutilisable telle qu'elle. Entourée d'abondance, les plantes ne peuvent l'utiliser, comme mourir de soif au milieu de l'océan. Il faut fixer l'azote, le convertir en ammoniac ou nitrate, un processus énergivore que les plantes ne font pas seules. Entre alors un partenariat clé, des bactéries fixatrices d'azote. Certaines vivent libres, d'autres en symbiose avec les légumineuses, pois, haricots, trèfles, luzernes. Les nodules racinaires offrent un foyer à faible oxygène. La plante fournit des sucres. Les bactéries convertissent N2 en ammoniac. La plante absorbe ensuite ammonium et nitrate pour sa croissance. Pour les autres plantes, le cycle du sol fournit l'azote via la décomposition, d'où l'efficacité du compost et du fumier. Les poils absorbants explorent le sol et aspirent à ces composés, transportés ensuite pour construire la machinerie de la vie. Un partenariat discret, vital, qui nourrit les systèmes terrestres. Le chloroplaste produit la nourriture. Un autre organite la consomme pour libérer l'énergie. Il s'agit de la mitochondrie, présente dans presque toutes les cellules, de la pointe de la feuille à l'extrémité de la racine. Si la photosynthèse charge la batterie, la respiration utilise cette batterie pour alimenter la machine. La respiration est, à bien des égards, l'image inversée de la photosynthèse. Elle utilise le glucose et l'oxygène comme intrants. En décomposant le sucre, l'énergie est capturée avec efficacité dans l'ATP, monnaie énergétique universelle. Les sous-produits, dioxyde de carbone et eau, deviennent les matières premières de la photosynthèse, bouclant un cycle élégant. Le jour, la feuille produit bien plus d'oxygène qu'elle n'en consomme. La nuit et dans les racines, la respiration domine, comme chez les animaux. L'ATP alimente transport actif, synthèse de protéines et cellulose, mouvement subtil, pétales qui s'ouvrent, vrillés qui s'enroulent. Les mitochondries travaillent sans relâche, jour et nuit. Quand nous regardons une plante, nous voyons un organisme unifié, une machine vivante sophistiquée, des parties spécialisées en harmonie, du microscopique au macroscopique, une conception affinée par des centaines de millions d'années. Les feuilles gèrent lumière et CO2, tout en libérant l'oxygène. Sous terre, les racines ancrent et alimentent eau, nitrate, phosphate, pour bâtir de nouveaux tissus. La tige élève les feuilles et abrite le système circulatoire. Eau vers le haut, sucre vers le bas. Au niveau cellulaire, chloroplaste crée le carburant. Mitochondries produisent l'ATP. L'ADN orchestre le tout. Notre voyage révèle une élégance d'importance capitale. Deux grands plans, monocotylédone et dicotylédone. Le vert,
chlorophylle qui capture la lumière et, avec l'air et l'eau, la transforme en glucose et en oxygène. Les microbes aident à acquérir l'azote, les mitochondries ferment le cycle énergétique, libérant un flux constant d'énergie. La prochaine fois que vous verrez une feuille, pensez à ce monde intérieur, un maître chimiste, une usine solaire, l'architecte silencieux de notre monde.